L'histoire aime les hommes nés pour régner. Alexandre était fils de roi. César descendait d'une lignée prestigieuse. Napoléon, lui, naît sur une île pauvre, la Corse, tout juste annexée par la France. Rien ne le prédestinait à devenir l'homme qui redessinerait l'Europe. Très tôt, il se sent étranger. À l'école militaire en France, on se moque de son accent, de ses origines, du manque de fortune de sa famille. Il est isolé. Et cet isolement aurait pu le briser. Mais il fait autre chose. Il lit, il étudie, il observe. Pendant que les autres cherchent à être acceptés, lui cherche à devenir compétent. Il découvre César, Alexandre, les campagnes militaires, la géographie, l'artillerie. Il comprend que la guerre n'est pas seulement une affaire de courage, c'est une affaire de calcul, de timing, de psychologie. Et sans le savoir, il commence à transformer son humiliation en carburant. Puis la Révolution française éclate. L'ancien monde, basé sur la naissance et les privilèges, s'effondre. Les hiérarchies sont renversées. Dans le chaos, beaucoup paniquent. Napoléon, lui, voit une opportunité. Une crise redistribue toujours les cartes. Ceux qui savent agir montent. Ceux qui hésitent disparaissent. Il choisit son camp. Il se rend utile. Il montre son efficacité. Répression d'insurrection, organisation militaire, décision rapide. Il grimpe, encore et encore. Non pas parce qu'il est le plus noble, mais parce qu'il est le plus préparé. En 1796, on lui confie une armée démoralisée, mal payée, mal équipée. Sur le papier, c'est un piège. Mais Napoléon possède quelque chose de rare. Il sait créer la foi. Il parle à ses soldats comme s'ils étaient déjà victorieux. Il promet la gloire, la reconnaissance, la richesse. Et surtout, il partage le risque. Il se montre au front. Il devient l'un des leurs. Très vite, son style apparaît. Il divise ses ennemis. Il frappe vite. Il empêche les coalitions de se coordonner. Il comprend que lorsqu'on est plus petit, il ne faut pas affronter la force de l'adversaire, mais sa lenteur. La vitesse devient son arme. Les victoires s'enchaînent en Italie. L'Europe commence à prononcer son nom avec prudence. Mais Napoléon comprend que les batailles ne se gagnent pas seulement sur le terrain. Elles se gagnent aussi dans les esprits. Il soigne son image, il contrôle le récit, il transforme chaque victoire en mythe. Puis vient le moment politique. La France est instable, le Directoire est impopulaire, un coup d'État se prépare. Napoléon saisit l'instant. Il devient premier consul, puis consul à vie. Et enfin, il franchit le seuil ultime. Il se couronne lui-même empereur. Ce geste est plus qu'un symbole. Il affirme qu'il ne doit son pouvoir à personne. Pourtant, il ne se contente pas de conquérir. Il réforme. Il crée une banque nationale, stabilise la monnaie, centralise l'administration, rédige le code civil. Il comprend que la puissance extérieure repose sur la stabilité intérieure. Mais cette stabilité a un prix. Concentration du pouvoir, réduction de certaines libertés, contrôle renforcé. En 1805, à Austerlitz, il atteint le sommet. Il feint la faiblesse, attire l'ennemi, frappe au centre. Une victoire magistrale. L'Europe semble plier devant lui. À ce moment précis, il paraît invincible. Et c'est souvent là que commence le danger. Quand un homme gagne trop souvent,
il finit par croire que la réalité elle-même finira toujours par lui obéir. L'empire s'étend, les rois reculent, les cartes sont redessinées. Mais sous la surface, quelque chose change. Plus un empire grandit, plus il devient fragile. Plus la victoire est éclatante, plus la chute peut être brutale. Et ce qui commence comme une ascension irrésistible va bientôt révéler son prix caché.